Aujourd'hui, la majeure partie du public des stades sont des gens qui viennent de manière très occasionnelle et donc il faut les traiter de manière un peu différente. On parle entre autres de data, d'employabilité dans le sport et de notions de clients et de fans dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergienne et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, j'échange avec Olivier Speth, qui travaille chez Arenametrics, une entreprise qui propose une solution de data et de CRM. On discute bien évidemment de bases de données et de leur utilisation grâce aux solutions CRM en partageant quelques bonnes pratiques. À la sortie de son école de commerce du sport, Olivier voulait intégrer un club professionnel comme beaucoup d'étudiants. C'est ce qu'il a fait puisqu'il a évolué 7 saisons dans un club de rugby professionnel à Grenoble. Il nous raconte cette expérience. Lorsque l'on aborde les notions de clients et de fans dans le sport, il me parle du milieu culturel dont Arenametrics a quelques clients où le terme est complètement banni et remplacé par le mot visiteur. Idem à la SNCF où l'on parle d'usagers. Et enfin, on s'attarde aussi sur le Café du Sport Business, la newsletter quotidienne qu'Olivier réalise chaque matin depuis mars 2020. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Olivier, je suis content de te recevoir sur cet épisode. Comment vas-tu? Très bien, merci Mathieu. Et toi, comment tu vas? Eh bien, je vais très bien, je te remercie. Alors toi et moi, on se connaît depuis un petit moment grâce à la magie des réseaux sociaux et notamment grâce à LinkedIn. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement aujourd'hui. Je te propose de commencer avec une petite présentation pour nos auditeurs. Bien sûr. Olivier, moi j'ai 36 ans maintenant, je travaille depuis une douzaine d'années dans l'univers du sport. J'ai eu des expériences avec plusieurs acteurs, des clubs, des agences de marketing sportif, des missions de freelance, des événements et depuis quelques mois, d'un an, je suis chez Arenametrics. À travers ton parcours professionnel et tes différentes expériences entrepreneuriales, qu'est-ce que tu as appris? La principale chose que j'ai appris, c'est que le milieu du sport est un milieu très petit. Et donc il faut multiplier les expériences pour essayer de connaître tout le monde, se montrer, découvrir les autres personnes, découvrir les autres univers, découvrir d'autres sports, d'autres métiers, etc. C'est la principale chose que j'ai apprise, on va dire. Et justement, comment tu as fait? Parce qu'à la sortie de tes études, tu as directement été actif en lançant des projets. À la fin de mes études, enfin la deuxième partie d'études, j'ai fait un stage au sein du département Stadium Consulting de Sport5. Donc c'était un peu le métier que j'aurais voulu continuer, mais pour me donner une deuxième chance d'employabilité dans le milieu très fermé du sport. J'ai regardé un peu ce qui se passait aux États-Unis, forcément, puisqu'ils ont un peu d'avance. Et à l'époque, donc 2010, il y a les médias sociaux qui commencent à émerger à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était peut-être un sujet sur lequel j'avais peut-être quelque chose à dire et quelque chose à faire. Et pour pouvoir dire aux employeurs potentiels que je savais de quoi je pouvais parler, j'ai créé un blog sur l'utilisation des médias sociaux dans le sport, donc Social Sport, qui a longtemps été très suivi, et qui m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir mon premier poste et puis d'évoluer maintenant depuis 12 ans dans le secteur du sport et notamment dans tout ce qui était digital au sens large. Une petite partie de notre audience représente des étudiants, donc futurs professionnels du sport business. Et ce que tu viens de dire là est intéressant parce que c'est un bon conseil, une bonne idée de leur dire de se lancer sur des projets pour intégrer un réseau sur lequel ils ne sont pas forcément intégrés. Tu peux créer une newsletter, créer un média ou tout autre projet qui vont te permettre d'intégrer une communauté et un réseau. Ouais, le réseau, c'est compliqué. Il y a de plus en plus d'étudiants qui essaient de rentrer dans ce marché-là. Alors, en ce moment, il y a plein de gros événements qui vont arriver en France, donc il y a quand même pas mal d'emplois, mais ça va se tarir dans quelques mois, quelques années. Et pour pouvoir se différencier, il faut travailler son réseau et ça commence dès les études. Quand on a un intervenant qui est intéressant, on lui envoie un petit message sur LinkedIn en lui disant merci pour l'intervention, c'était cool. Si on veut faire un blog, on fait un blog. Si on veut faire une newsletter, on fait une newsletter. Si on veut faire un podcast, si on veut faire une émission de télé, si on veut faire une chaîne Twitch du sport business. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent exister. Mais voilà, c'est une petite piste qu'on peut donner pour essayer d'améliorer la visibilité et l'employabilité dans le sport. Il me semble que toi aussi, tout comme moi, tu es issu d'une formation en sport business. Ouais, j'ai fait un master en management des organisations sportives à Audencia. Ouais. J'aimerais bien avoir ton avis sur la multiplication des écoles sport business ou des écoles avec une filière sport, justement. C'est la rançon du succès, malheureusement, de beaucoup de monde qui a envie de rentrer dans ces marchés-là. Donc forcément, les écoles se créent des masters, créent des diplômes dans cette spécialité-là. Malheureusement, je pense qu'il y en a trop, que même déjà à mon époque, il y en avait sans doute déjà trop.
mais que voilà, va falloir être très sélectif pour les étudiants qui veulent faire ce choix-là, d'être très sélectif dans les écoles où ils vont aller et surtout de la façon dont ils vont vivre leur cursus. Donc voilà, faire les cours, mais tout le reste derrière, participer, faire du bénévolat dans des événements, que ce soit des petits, que ce soit des gros. Il y a plein d'événements, on l'a redit, il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a la Coupe du Monde de rugby à 15, il y a les JO, faites du bénévolat, du volontariat pour découvrir ces événements aussi d'une autre façon. Et faites du blog, faites du réseau, enfin voilà, faites tout ce que vous pouvez pour que le cursus scolaire universitaire ne soit qu'un seul élément de votre parcours. Parlons de ton parcours. Tu as passé 7 ans au FC Grenoble Rugby, donc un petit club professionnel de rugby. Est-ce que tu as vu une évolution positive sur ces 7 années, et notamment dans la façon de gérer la structure? Alors 7 ans, déjà, je pense que dans les clubs, tu dois avoir deux types de personnes, deux types d'employés, ceux qui restent très longtemps et ceux qui restent quelques années, 2, 3, 4 ans. Donc moi j'ai fait un peu l'intermédiaire. Et est-ce que j'ai vu une évolution? J'ai vu une évolution de certaines prises de conscience, ouais, ça c'est évident. Prise de conscience qu'il faut investir dans le digital, qu'il faut parler aux fans, aux supporters, qu'il faut s'ouvrir et pas faire que du rugby pro. Mais cette tendance-là, elle n'a pas forcément été traduite complètement dans les faits. Et puis le parcours sportif de l'équipe qui était plus en régression qu'autre chose, a pas aidé non plus. Mais oui, la prise de conscience, elle était là. Le club reste une petite entreprise et j'étais dans un club moyen, on va dire. J'étais au FC Grenoble Rugby, donc c'est un club moyen qui évolue entre le top 14 et la Pro D2, qui a, suivant les années, entre 10 et 20 millions d'euros de budget, on va dire, qui compte une vingtaine de salariés administratifs. Donc ça reste une petite structure en termes humains, et donc il y a pas mal de défauts à ce niveau-là. Et je pense, à mon sens, je prends l'exemple de Grenoble, c'est que le fait d'être une entreprise n'est pas toujours bien perçu dans la stratégie qu'on met en place. Je suis toujours un peu surpris quand des présidents de club me disent ouais, mais on a un club sportif, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Enfin, on va pas gagner d'argent. On peut pas gagner d'argent. Oui, si déjà on commence en se disant on peut pas gagner d'argent, c'est un peu compliqué. Alors c'est un peu voilà. Et ça m'a un peu frustré parce que finalement on se dit pourquoi on travaille. Alors on travaille pour faire venir des gens au stade, on travaille pour faire grandir les communautés sur les réseaux sociaux, mais finalement on n'a pas il nous manque on va dire un critère, il nous manque quelque chose pour qu'une stratégie soit plus claire et plus efficace. Il y a un petit amateurisme encore en fait. C'est assez paradoxal par rapport à des gens qui sont souvent, à des dirigeants qui sont souvent chefs d'entreprise, qui ont des boîtes qui fonctionnent très bien puisqu'ils peuvent racheter un club derrière. Donc c'est qu'ils ont généré suffisamment d'argent pour se faire un peu cette dépense-là. Mais ouais, c'est un peu frustrant par rapport à ça. Ouais. Cette frustration, je pense qu'elle est commune à énormément de personnel administratif au sein des clubs, parce qu'au final, tu te rends compte et tu le sens vraiment que le sportif prédomine sur tout le reste. Ça, c'est évident, mais c'est même pas tellement sur cet aspect-là où ça a été frustrant. C'est que même sur des choses, enfin, t'as forcément besoin parfois t'as souvent besoin d'investissement, donc d'argent pour lancer des projets. Mais même quand t'as besoin de très peu d'argent ou très peu d'investissement, t'es pas forcément écouté ou t'es pas forcément entendu, et c'est ça qui est un peu frustrant. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'Arena Metrics, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est une entreprise que tu as rejoint en décembre 2020. Quel est le cœur de métier de cette entreprise et plus concrètement, quel est ton rôle? Le rôle d'Arena Metrics, c'est d'accompagner les clubs dans la valorisation de leurs données pour développer leur public. Tout simplement, on va rassembler l'ensemble des données des clubs sportifs, mais aussi d'autres secteurs d'activité, des clubs on travaille avec des clubs, des fédérations, des ligues. On va rassembler l'ensemble des données identifiées de ces organisations-là. On va les nettoyer, les dédoublonner, les segmenter pour pouvoir après mettre en place des actions marketing pour développer les affluences, développer les recettes merchandising, etc. Donc on va connecter, la principale source de données, c'est la billetterie. Donc on va connecter l'ensemble des billetteries qui existent aujourd'hui sur le marché. On va connecter les outils d'application mobile comme Bifan par exemple. On va connecter tout ce qui est cashless. On va connecter tout ce qui est boutique en ligne. Et puis toutes les sources de données qui peuvent exister ou qui vont pouvoir exister dans les années à venir. Et moi, mon rôle chez Arena Metrics, c'est d'aller chercher de convaincre de nouveaux clubs et nouvelles fédérations, nouveaux événements sportifs de nous rejoindre.
c'est d'accompagner nos clients dans l'utilisation d'Arena Metrics et surtout dans le développement de leur public. Et puis il y a une partie marketing de développement de la notoriété d'Arena Metrics auprès de nos publics sport. Selon toi et via votre expertise sur le sujet chez Arena Metrics, quel est le niveau de maturité des organisations sportives concernant la data, notamment sur la capacité à recueillir de la donnée, à l'analyser, puis ensuite à l'exploiter? Je pense qu'elle est très variable, évidemment, puisqu'on on parle aujourd'hui alors on a 50 clients dans le sport, mais non, il doit y avoir 60, il doit y avoir une centaine de clubs qui peuvent être nos clients, plus que ça, même, ouais, 200 clubs même qui peuvent être nos clients. Mais entre le dernier, enfin le club le moins riche de volley et le club le plus riche de Ligue 1, pour pas le citer, il y a effectivement une vraie différence de maturité à ce niveau-là. Mais je pense que là aussi, les parties prenantes ont conscience de l'importance de ces outils-là. Je pense qu'ils ne savent pas encore tout à fait pourquoi et comment surtout. Une partie de mon rôle, c'est d'expliquer voilà, à quoi ça sert d'avoir des datas, à quoi ça sert de les collecter, et ce qu'on peut en faire derrière. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux concernant la data pour une organisation sportive? Ou comment en fait cette donnée ou ces données peuvent-elles répondre à certaines problématiques que peuvent rencontrer les clubs aujourd'hui? Il y a plusieurs volets différents. Il y a un premier qui est un volet d'analyse. Qui aujourd'hui est mon public? D'où il vient? Est-ce qu'il vient de ma proche de 5 km autour de chez moi ou est-ce qu'il vient de 2 heures autour du stade? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des couples? Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce qu'ils viennent une fois? Est-ce qu'ils viennent 3 fois? Est-ce qu'ils viennent 10 fois dans la saison? Voilà, tout ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent exister aujourd'hui dans des outils de billetterie par exemple, mais c'est que des outils de billetterie. Nous on rassemble tous les autres outils qui peuvent exister. Donc on sait par exemple que quelqu'un qui achète 10 fois sur la boutique en ligne, il peut venir 5 fois au stade, ou inversement, c'est ceux qui achètent beaucoup sur la boutique en ligne et viennent jamais au stade parce qu'ils sont trop loin. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est un premier outil qui va aider pour l'analyse et donc le développement de nouvelles offres, des nouvelles offres billetterie, de nouvelles offres boutiques, de développer de nouveaux axes sur marketing. Si je sais que 90% de mon public habite dans ma ville, je vais concentrer mon action marketing là-dessus pour mon action de publicité sur ma ville, et puis pour aller chercher d'autres publics, il faut que je développe d'autres choses. C'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est un volet relationnel. Comment est-ce que je parle avec mon public, avec mes fans au quotidien? Alors, bien sûr, on fait du réseau social, on fait de l'actualisation sur le site web, etc. Mais comment je fais pour que le fan il ait une relation, on va dire, presque one-to-one avec le club? Et ça passe par des mails tout simples. C'est vous n'êtes pas venu au stade depuis 3 mois, on fait un petit code promo. C'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, juste un bon anniversaire, on peut faire un code promo, mais voilà, bon anniversaire, un truc tout simple. Ce genre de choses. Et puis le volet commercial, c'est comment je peux utiliser la data pour développer mes ventes. Et là, donc, il y a une partie de l'analyse qu'on a fait tout à l'heure qui va pouvoir servir à ce moment-là. Et puis il y a des stratégies de marketing d'email qu'on va pouvoir envoyer. On sait que cette personne-là, elle vient que sur les gros matchs. Ça sert à rien de lui pousser un match tout petit parce que de toute façon il va pas venir. Ou on sait que celui-là il vient que au gros match, donc on sait que ce gros match le prochain, on va lui pousser pour qu'il achète le plus tôt possible, et ainsi de suite. Grâce au travail qu'on mène avec FanStriker depuis maintenant plus de 5 ans, on arrive à répertorier ce qu'on appelle des basiques de l'expérientiel client, l'expérientiel fan dans les événements sportifs. Est-ce que toi, sur la data, tu as quelques standards que tu peux nous partager, que l'on doit retrouver maintenant dans une majorité de clubs sur la gestion des données et leur exploitation? Alors, j'ai quelques basiques, on va dire. La première, c'est la newsletter. Quand on propose une newsletter à ses fans, à ses visiteurs du site internet, il y a tout ce qui est anniversaire. Mail d'anniversaire, c'est tellement basique. Et vous avez tout ce qui est mail de relance. Comme j'ai dit, les personnes inactives, ça peut être aussi des gens, on l'a monté avec un club de rugby et un club de foot. Sur 2 cas différents, un club de foot, on a fait de la relance sur du merchandising. Ils se font du guichet fermé tout le temps sur leur stade, donc on se concentre sur le merchandising. Et par exemple, tous les gens qui n'ont pas acheté depuis 1 an, on va les relancer via un code promo en disant voilà, vous avez 10% de réduction sur votre prochain achat en boutique en ligne. Et sur le club du rugby, on fait pareil. On regarde tous les gens qui sont pas venus depuis 3 ou 4 mois. On va leur proposer un code billetterie. Moi, je l'ai fait aussi au FCG. On avait repéré qu'il y avait 80% des acheteurs de billetterie qui venaient qu'une fois au stade dans la saison. Donc, à chaque fois que quelqu'un venait pour la première fois au stade dans la saison,
on lui offrait après le match un coupon de réduction pour le match suivant, pour l'inciter à venir une deuxième fois. C'est intéressant ce que tu dis, puisque moi qui viens du monde du commerce, j'ai passé plusieurs années dans les magasins Intersport puis ensuite au siège, et finalement, ce sont les mêmes enjeux. C'est-à-dire que dans le retail, il y a régulièrement des nouvelles opérations commerciales, chez Intersport en l'occurrence c'était toutes les 2 semaines. Dans le sport business, il y a régulièrement de nouveaux événements, de nouveaux matchs à domicile toutes les 2 semaines en moyenne. Et l'objectif, c'est de multiplier les moyens de contact. J'ai une anecdote dont je me souviens, c'est que lors d'un passage en caisse, dans un magasin dont j'étais client fidèle et je disposais d'une carte de fidélité, la personne qui était en caisse au moment de payer m'a demandé si je voulais renseigner mon numéro de téléphone. Et elle m'offrait 10% si jamais je lui donnais cette information. C'était intéressant pour eux, puisque derrière, ça multiplie les points de contact disponibles pour me relancer. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'obtenir des bases de clients, des bases de fans les plus complètes pour multiplier les points de contact. Dans ce que tu dis, il y a deux choses qui sont justes, je rebondis sur un. Effectivement, il faut multiplier les points de contact. Quand quelqu'un s'inscrit à une newsletter, il a envie de recevoir une newsletter, il la reçoit toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça, c'est après au club de fixer la capacité qu'il a à rédiger une newsletter pertinente. Mais c'est déjà un premier point de contact. Mais après, voilà, il y a des dizaines de points de contact qui peuvent exister. On a parlé d'anniversaire, on a parlé d'inactivité, on a parlé, il faut parler de jeux concours qu'on peut organiser, on peut parler d'événements, etc. Généralement, je pense qu'on l'oublie un peu, les clubs, enfin les fans des clubs de sport, ils ont envie que leur club leur parle. Chez Intersport, je suis pas sûr qu'un client d'Intersport, il ait autant envie qu'Intersport lui parle que si c'était son club de favori. Il faut pas hésiter, les clubs, il faut pas hésiter à parler. Et puis la deuxième chose, c'est que plus on récolte de données, plus on va aussi pouvoir personnaliser le parcours. Si on a une date de naissance, on peut envoyer un anniversaire. Si on a des situations familiales, on sait qu'on peut envoyer telle ou telle chose. Si on sait que telle personne a acheté des billets famille, par exemple, à un match, on sait qu'il est susceptible d'acheter d'autres billets famille, donc il est susceptible aussi de répondre à un contenu familial qu'on va pouvoir aussi lui transmettre. Donc voilà, c'est les deux volets. Il y a la fréquence et la quantité et la pertinence qu'on va lui envoyer, et puis la personnalisation des messages, qui va aussi te permettre d'accélérer encore le rythme. Aurais-tu des exemples concrets d'actions que vous avez menées auprès de vos clients et notamment les résultats quantifiés que vous avez pu observer? Ouais, on a déjà évoqué pas mal de petites choses, mais on a travaillé là avec un club de rugby qui avait un beau match là début avril. On a mis en place un parcours de ce qu'on appelle le marketing automation. Donc on a fait toute une séquence automatique d'emails qui est envoyée en fonction du comportement du fan. On envoie un premier mail générique en disant voilà, le match il est programmé à telle heure, telle date. Quelques jours après, on va regarder ceux qui ont ouvert ou pas le mail et suivant s'il a ouvert ou pas, on va adresser un message différent. S'il a ouvert, on peut s'estimer qu'il est intéressé, donc on va considérer que l'élément qui peut l'intéresser, ça va être la nature même du match, donc c'est un gros match, on va mettre ça en objet, on va modifier un peu le message, on va lui envoyer ce message. Par contre, ceux qui n'ont pas ouvert, le fait qu'il y ait un match de rugby lui peut être le concerne pas trop, donc on va se dire, on va orienter plutôt vers les animations qu'on va faire autour. On va dire, ouais, on va faire, il y a du sur le parvis, on aura plein d'animations, on aura du concert, enfin voilà, tout ce genre de choses. Puis on refait la même opération 2, 3, 4 jours après, en se disant celui qui a ouvert le premier mail, puis il a ouvert le deuxième en parlant de rugby, il va être toujours intéressé au rugby. On va dire on va faire un message, c'est l'entraîneur qui va faire un message ou c'est le joueur qui va faire un message en disant viens, il faut qu'on ait absolument besoin de toi pour le venir au stade. Et puis celui qui a pas ouvert, enfin voilà, ainsi de suite, pour avoir jusqu'à 4, 5, 6 mails différents qui peuvent être envoyés, alors pas à la même personne, mais voilà, qui peuvent être envoyés à la première cible. Et on peut même, à la fin, on peut même aller jusqu'à envoyer un SMS à tous ceux qui ont ouvert tout le temps, qui ont cliqué, qui sont vraiment intéressés, mais qui ont vraiment besoin d'un dernier truc. Et voilà, et tout ça, ça génère ça a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de billetterie pour ce club-là. Est-ce que c'est évident ou pas d'obtenir un ROI sur ces actions, sur ces investissements? Le résultat sur les efforts que vous avez menés? L'investissement, il est presque à zéro, puisqu'il s'est compris, on va dire, dans notre offre, à part le temps passé par les opérateurs pour créer les mails, mais finalement, on a des outils qui permettent d'évaluer effectivement la rentabilité de l'action. Après, c'est toujours un peu touchy, mais ouais, ça permet au moins de comparer l'une opération à l'autre. Mais oui, on a des outils qui permettent d'évaluer. Ouais. C'est peut-être le sujet le plus important au final, parce que lorsque l'on propose des solutions, que ce soit des activations fan expérience, que ce soit des outils CRM ou autres, il est essentiel de pouvoir quantifier les résultats, la réussite ou non de ces opérations-là. Puisque derrière, il va certainement falloir convaincre des présidents de clubs qui ont parfois des visions beaucoup plus centrées sur le sportif. Et ce qu'ils veulent savoir à la fin, c'est
combien potentiellement ça peut nous faire gagner d'argent, combien potentiellement ça peut nous faire augmenter notre base fan, etc. Donc il faut des chiffres concrets. C'est pas facile. C'est le plus dur à faire. Alors nous, effectivement, sur le digital et la data, c'est un poil plus simple. Mais quand tu parles, moi j'ai eu l'expérience en club, c'est que quand tu dis il faut investir 10 000 euros pour créer, j'en sais rien moi, une salle spéciale pour réunir les abonnés ou les abonnés après match, etc. Ou il faut mettre 10 000 euros pour créer un nouveau salon pour les partenaires. C'est facile, les décideurs disent je sais que quand je vais vendre ce nouveau salon aux partenaires, je sais combien je vais en récupérer, je sais exactement combien de chiffre d'affaires je vais réaliser grâce à ce salon. Donc c'est facile à faire. Voilà. Donc effectivement le ROI sur le B2C, sur les fans, c'est toujours un élément très compliqué à évaluer, et donc ce qui fait que les investissements d'aujourd'hui sont un peu limités, même si il faut regarder aussi là où ça marche. Un club qui travaille super bien sur cette partie-là, c'est le Racing Club de Strasbourg, qui a beaucoup investi et qui, dans son futur stade, continuera à investir sur la partie expérience fan en sens large. Et ils savent pourquoi ils le font, parce qu'ils font guichet fermé très souvent, ils génèrent beaucoup de recettes billetterie, etc. C'est effectivement compliqué à mesurer, mais c'est malheureusement, il faut trouver des moyens, trouver des indicateurs pour évaluer ces investissements-là. Tu parlais des États-Unis tout à l'heure, tu y es déjà allé ? Ouais, j'y allé 2-3 fois. Ouais. J'y suis allé aussi quelques fois et je discutais il n'y a pas si longtemps avec Benjamin Roumejou à son retour du Stadium Tour aux États-Unis d'une opération assez fréquente dans les matchs et dans les stades de NBA où lorsqu'une équipe atteint les 100 points, tous les spectateurs peuvent bénéficier d'une remise dans le restaurant, en général c'est un fast-food, partenaire du match. Je trouve l'idée super intéressante et vraiment simple à mettre en place. Est-ce que toi tu as vu des idées aux États-Unis applicables en France qui ne le sont pas encore par exemple ? Là, j'ai rien en tête. Alors bon, ce truc j'ai déjà eu aussi ce truc-là de code promo de réduction si tu gagnes des matchs. Il y a beaucoup de choses qui existent aux États-Unis qui sont effectivement à regarder dans la gestion de la data. Enfin, sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de choses qui sont à regarder, même si je pense qu'ils sont pas tellement beaucoup plus en avance. Je pense qu'ils sont plus la partie où ils sont vraiment forts, c'est justement cette capacité à proposer de nouvelles choses et à offrir de nouvelles choses à leurs fans, puisque là-bas ils sont vraiment considérés comme des clients et le rapport est un peu différent, je pense, entre une franchise et ses fans et ses clients au sens large, et donc ça permet aussi d'oser plus de choses. Enfin, voilà. Mais j'ai pas forcément aujourd'hui en tête un truc précis. Il n'y a pas si longtemps, tu as fait un post sur LinkedIn à propos du partenariat entre le FC Barcelone et Spotify et tu mettais en avant l'écart significatif entre la communauté des fans du FC Barcelone et le nombre de fans compris dans leur base fan. C'est la base fan sur les réseaux sociaux du Barça, je pense que c'est comme ça qu'il l'évalue, qui était chiffré autour de 350 millions de personnes, qui correspond un peu ou prou à ce que Spotify a compte d'abonnés, puisque je crois qu'il revendique 400 millions d'abonnés. Et en fait, cette base fan, elle est finalement inconnue, puisque le Barça ne parle qu'à 1% d'entre eux. Alors, ça représente quand même 3,5 millions de personnes. Mais finalement, 3,5 millions de personnes pour Spotify, je ne vais pas dire que c'est peanuts, mais c'est pas grand-chose. Et donc, j'évoquais, visiblement, ça n'avait pas permis au Barcelone d'obtenir encore un peu plus d'argent de la marque de streaming. Donc la vraie morale de cette histoire, c'est qu'avoir des communautés de followers, d'abonnés, de fans sur les réseaux sociaux, c'est une chose et c'est très bien de la développer, mais ça ne te permet pas de faire aujourd'hui tout ce que tu peux faire si tu as un vrai outil de CRM au sein de ton club. C'est ce qui permet aussi de personnaliser le parcours. C'est quand Spotify veut pousser, ils vont peut-être pas pousser une offre pour des supporters du Barça, mais ils vont créer du contenu pour les supporters du Barça, mais ils vont pas pouvoir directement les connecter à leurs données. Donc il y a un travail préalable à faire qui va être d'aller chercher les 348 millions ou 345 millions de personnes qui sont pas en base, et donc c'est pour ça que le sponsoring, le coût du sponsoring est un peu moins élevé que ce qu'ils auraient pu mettre. Ouais. Via les solutions que vous proposez chez RN Metrics, est-ce qu'il est possible pour un club de rattacher ses communautés de fans sur les réseaux sociaux avec les informations dont il dispose dans sa base de données de fans? Alors c'est de plus en plus compliqué puisque les réseaux conservent jalousement cette donnée. Par contre, on a des mécaniques pour pouvoir les acquérir via de l'inscription d'un newsletter, du jeu concours, des questionnaires, etc. Donc c'est ça qu'on va mettre en place pour ça.
Lorsque je fais de la veille sur les réseaux sociaux pour voir comment communiquent les clubs ou les organisateurs d'événements, il m'arrive parfois d'aller sur l'outil d'observation des campagnes publicitaires sur Facebook. Et via cet outil, on peut constater tous les acteurs qui font de la publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux, donc sur Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, etc. Et je suis surpris que cette technique de publicité sponsorisée soit pas plus utilisée par les organisateurs d'événements et les clubs pour aller cibler, toucher, fidéliser des communautés. Ouais, alors je pense qu'il y a deux biais qui font que ce chiffre est un peu bas. C'est que le premier, tu as toujours le sentiment de pas être sûr complètement du ROI de ces opérations-là, même si pour le coup, généralement, les chiffres sont assez connus. Et les décideurs dans les clubs, alors pas forcément les responsables billetterie ou les responsables marketing, mais ils se disent, si je l'avais pas fait, ils seraient peut-être aussi déjà venus parce que voilà, ils auraient été touchés d'une autre façon. Et le deuxième biais, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'actions marketing des clubs, que ce soit des pubs radio, de l'affichage dans les rues, ça vient d'échanges marketing, donc c'est plus ou moins à coût zéro. Et donc ils préfèrent se concentrer sur ces actions-là plutôt que sur des actions payantes. Je te propose maintenant d'aborder un autre sujet, à savoir les notions de fan et de client. Alors dans le sport business, il semble y avoir deux écoles. Une qui assume le fait que le public qui compose un stade est en réalité un ensemble de clients, des clients, et une autre école qui valorise davantage l'aspect affectif du sport et dans ce cas-là, qui n'emploie que le terme fan. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que les deux notions, elles sont justes. Forcément, quand on est client, ou fan d'un club sportif, il y a un aspect émotionnel qui est puissant, mais je pense aussi qu'il faut aller regarder les gens qui n'ont pas encore cet aspect émotionnel, et il faut peut-être là aussi c'est peut-être là que la notion de client est peut-être plus juste. Quelqu'un qui est jamais venu au stade ou qui est venu une fois de temps en temps, mais il a très peu cet aspect émotionnel, et il va venir au stade parce que il a envie de découvrir une nouvelle expérience, vivre quelque chose de nouveau qu'il peut pas vivre ailleurs. Et pour cela, je pense que la notion de client, elle est peut-être plus, elle est plus juste. Encore plus, même les fans aussi sont des clients, mais voilà, peut-être que cette notion-là, elle doit être plus perçue. Et donc, justement, comment on traite un client? On traite différemment d'un fan. On va pas faire marcher justement la partie émotionnelle. Il faut aller chercher du code promo, il faut aller lui montrer un produit différent, il faut aller lui parler différemment. Et c'est ça sur ça, je pense qu'il faut qu'on peut faire le distinguo. Ouais. Aujourd'hui, la majeure partie du public des stades sont des gens qui viennent de manière très occasionnelle, et donc il faut les traiter de manière un peu différente. Alors on peut les appeler fans pour dire qu'ils ont l'expérience fan, pour on va dire traiter la chose d'une façon un peu différente, mais pour décorréler un peu la notion financière. Il faut les considérer comme des clients et donc faire en sorte que le client soit satisfait. Ce qui est un peu rigolo sur cette notion de client et de fan, c'est chez Arena-Metrics, on travaille aussi avec des musées, des salles de spectacle, des théâtres, etc., parcs de loisirs. Et cette différence entre, alors pas fan, mais visiteur par exemple, et client est encore plus exacerbée sur les musées notamment, où le mot client est presque banni. La notion de client, pour beaucoup de musées, ça n'existe pas. Tout ce qui est public, la notion de client n'existe pas, comme à la SNCF quand on disait usager et pas client. C'est un peu cette même différenciation. C'est pas moi qui m'en occupe, mais quand on va proposer notre solution à des musées ou à des théâtres publics notamment, on va parler un peu différemment. On va pas leur dire qu'on va aller vendre plus de billets, mais on va leur dire qu'on va développer les publics. Voilà, c'est vraiment un peu une petite limite différente. Tous les matins, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, depuis combien de temps d'ailleurs ? Presque un peu plus d'un an, ouais. Début mars, ouais. 2020. Donc tous les matins, tu enfiles ton costume de barista du sport business et tu viens nous servir le café du sport business sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est ? C'est une newsletter qui est envoyée tous les matins du lundi au vendredi sur, on va dire, un petit récapitulatif de l'actualité du sport business en France, avec on va dire ce que j'appelle la top story. Donc c'est on va dire l'actualité que j'aime bien mettre en avant, que je mets en avant, qui est soit l'actualité forte du matin ou un truc sur lequel que je trouve assez sympa et qui mérite un peu plus d'éclairage. Tout un tas de brèves assez exhaustives sur tout ce qui se passe dans l'univers du sport business, que ce soit des nouveaux contrats de droit télé, que ce soit des nouveaux contrats de sponsoring, que ce soit des nominations à tel ou tel poste, que ce soit de manière assez exhaustive, voilà, toute l'activité du sport business, des articles de Fast Tracker évidemment. Et puis tout ce qui est podcast, je propose aussi tout ce qui est contenu long. Quand il y a des contenus longs, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui existent sur le sport business.
beaucoup plus que ce que je pensais avant de commencer cette newsletter. Mais ça peut être des documentaires, ça peut être des expositions, des choses comme ça. Après, j'ai un petit volet un peu international, où là, pareil, je suis beaucoup moins exhaustif, mais voilà, j'ai évoqué 4 sujets sport business qui se passent à l'étranger, évidemment beaucoup aux États-Unis, mais ça peut arriver d'aller sur d'autres territoires en Asie, en Océanie, etc. Après, quelques petites rubriques qui évoluent au fil de l'actualité, sur le RSE, sur des vidéos, des campagnes marketing, des campagnes de com, des photos, etc. Voire même de l'insolite, parce qu'il peut y avoir de l'insolite dans le sport business. Et puis enfin, on termine par une rubrique emploi qui est évidemment la plus intéressée, celle qui suscite le plus d'intérêt, on va dire, des lecteurs. Et j'ai été assez surpris du nombre d'offres d'emploi qui peuvent exister dans le sport business, malgré tout, malgré ce qu'on peut en dire. Il y a quand même pas mal d'offres, sachant que toutes ne sont évidemment pas publiées, mais ouais. Donc c'est quand même un marché dynamique. Et c'était quoi l'origine de cette newsletter? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Alors l'origine, elle a deux ou trois raisons. La première, c'était que j'étais tout bêtement à la recherche d'un nouvel emploi. Donc je me suis dit comment je fais. Je reviens au basique de recréer un réseau, puisque j'étais en province, où c'est un peu plus compliqué parfois d'enrichir un réseau. Donc ça m'a permis de recréer un réseau. Aujourd'hui j'ai 1800 abonnés presque chaque semaine. Je discute avec l'un d'entre eux par Teams ou autre chose, ou que je rencontre en vrai. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était éventuellement appuyer un projet entrepreneurial. Donc, pour l'instant, c'est de côté, mais ça peut toujours resservir. Et troisième point, c'était vraiment créer quelque chose qui n'existait pas encore en France. Qui existait. Moi, j'ai 2-3 modèles aux États-Unis notamment. Et sur un média qui a eu des difficultés, on va dire, l'email, mais qui aujourd'hui sur la newsletter est vraiment devenu quelque chose d'assez fort. Et je trouvais ça intéressant à faire. C'est vrai qu'auparavant, on avait tendance à penser qu'il fallait être une marque pour diffuser une newsletter. Mais aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux en tant qu'individu à diffuser des informations, une newsletter, à créer une communauté, etc. Et ça me fait penser qu'il y a quelques années, si tu te souviens bien, on parlait de la fin de l'email carrément. C'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Quand je vois le taux de... J'ai 1000 personnes, presque quasiment 1000 personnes qui ouvrent mon mail tous les jours. Je me dis que c'est pas tout à fait mort, exactement. Mais je pense que l'email, il a plusieurs forces. Déjà, il arrive dans une boîte mail. Si on est suffisamment bon dans tout ce qui est toutes les petites notions qui font que le mail soit ouvert, c'est quelque chose de super intéressant parce que voilà, les gens souvent ils peuvent prendre le temps de lire un mail, ils peuvent le lire le matin quand ils le reçoivent le matin, ou dans les transports, ou au bureau quand ils arrivent, ou pendant le repas. Enfin, il y a plein de moments où on peut lire un mail. Et alors que quand on est sur un article sur Twitter ou sur LinkedIn, presque une fois qu'on l'a vu et que si on n'a pas cliqué tout de suite, on le revoit plus jamais. Donc c'est un peu cette frustration-là qui peut exister que finalement j'essaye d'un peu aussi de résoudre. Et alors comment tu t'organises pour diffuser chaque jour toutes ces informations pertinentes à ton audience? J'ai 12 ans d'expérience, donc j'ai 12 ans de gens que je sais qu'il faut que je regarde, de sites qu'il faut que je consulte et de podcasts qu'il faut que je suive. Et après, voilà, c'est des choses que je fais au quotidien tout le temps, de regarder tout ça, et avec un peu d'organisation et un peu de doigté assez rapide, ça passe assez bien. Alors c'est important de s'imposer une veille régulière quand on est dans le monde de l'entreprise parce que ça te permet de garder une vision d'ensemble. Toi, aujourd'hui, tu as eu la bonne idée de te l'imposer et en plus de la partager avec le Café du Sport Business. Et professionnellement parlant, c'est un vrai avantage puisque tu es au fait de ce qui se passe, des nouveautés, des tendances. Ouais, parce que de toute façon, forcément, la veille, elle est indispensable tu es obligé de regarder tout ce qui se passe ailleurs, dans tous les métiers. Et dans le nôtre, comme dans plein d'autres, il y a tout qui évolue tellement vite, et ça s'accélère. On parle des NFT, c'est quelque chose j'exagère un peu, mais quand j'ai commencé la newsletter, on n'en parlait presque pas, donc ça faisait 1 an. Mais aujourd'hui, c'est partout. C'est des articles les plus cliqués de la newsletter, quand ça parle de NFT ou de blockchain, etc. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Et voilà, donc il y a plein de choses qui évoluent très vite, très très vite. Ça permet de prendre un peu ce recul sur le quotidien, de bien connaître son marché, parce que quand on va aller taper à la porte d'un club et qu'on lui dit est-ce que tu veux ma solution, et que en fait la veille il a annoncé qu'il avait fait un plan social, ou je caricature un peu, mais voilà, c'est un peu ce genre de choses pour éviter ce genre de problème. Donc voilà, c'est intéressant, et puis voilà, la partager, c'est toujours, ça permet aussi que tout le monde un peu en profite, et voilà, de faire des rencontres, de faire du réseau. Olivier, on arrive bientôt au terme de cet épisode, mais juste avant, est-ce que tu peux nous parler de tes ambitions futures, tes objectifs à venir ?
Pour l'instant, j'aimerais bien faire grandir Ariametrix dans l'univers du sport. Aujourd'hui, on a 50 clients dans le domaine du sport avec des belles fédés, des beaux clubs. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auront besoin de nos outils et qui pourraient bénéficier de nos outils et de notre savoir-faire. Donc ça, j'aimerais bien qu'on y arrive. Et puis, plus personnellement, j'ai d'autres projets qui vont arriver après. On va voir ce qui se passera. Et il y aura toujours cette notion de fan qui va être dedans. Alors, tu n'y échapperas pas. Dernière question. La traditionnelle question Fan Striker, quelle est ta propre définition de la fan expérience ? Pour moi, la fan expérience, c'est en fait tous les liens qui peuvent exister entre un club et son fan ou son client. Donc il y a effectivement, on parle souvent de fan expérience, c'est assez caricaturé, assez réduit au champ animation stade, et finalement c'est très réducteur. L'expérience fan, c'est quand tu vas aller sur un site internet d'un club. C'est quand tu vas envoyer un mail à un club dans son formulaire de contact et qu'il te réponde ou pas, ça fait partie de l'expérience fan. Quand tu télécharges l'application mobile et que tu as du contenu qui est intéressant ou pas, que quand tu veux une newsletter que tu la reçoives, que quand tu reçois un message d'anniversaire, quand tu vas réserver ton billet, quand tu vas sur la boutique en ligne, quand tu vas dans la boutique physique, quand tu vas à une séance de dédicace, quand tu fais de l'entraînement délocalisé. Enfin, tout ça rentre pour moi dans la notion d'expérience fan. Et donc c'est très large. Toutes les interactions qu'il peut y avoir, physique, digitale, entre un club et un supporter. Ce qu'on appelle communément le phygital, un nouveau mot, enfin qui l'est plus vraiment parce que c'était nouveau il y a peut-être 3-4 ans, maintenant c'est un peu plus ancré. Ouais, c'est ça. Merci Olivier pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter et à partager avec toi sur ces sujets. On te retrouve sur LinkedIn ? Tu vas me retrouver sur LinkedIn, Olivier Spett. Sur ton LinkedIn perso et sur Ariametrix et sur le Café du Sport Biz, ouais. Ça en fait. Eh bien Olivier, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt, salut à tous. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.